Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Nous sommes le 26 mars 2007 et j'ai le plaisir de vous présenter le 6e numéro d'Entre nous soit dit. Nous avons appris il y a peu de temps que M. Jacques Chirac ne se représenterait pas à l'élection présidentielle et il est nécessaire, semble-t-il, maintenant de commencer à faire un bilan. Je dis bien commencer car il sera sans doute assez long car on sait finalement assez peu de choses de Jacques Chirac. Et pour commencer de faire ce bilan, rien de tel que d'inviter à notre émission le plus éminent des chiracologues, c'est un néologisme mais je crois qu'il dit bien les choses, j'ai nommé Jean-François Probst. Bonjour Claude Reichmann et merci de votre accueil. Merci Jean-François Probst, merci d'être téléspectateur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Elle est d'autant plus en situation que vous venez de publier un ouvrage qui est, je pense, le premier ouvrage qui vient de l'intérieur du système, car il y a eu beaucoup de livres sur Jacques Chirac, il y en a même eu une quantité assez impressionnante. En revanche, l'ouvrage que vous venez de publier et que je montre à la caméra, Chirac, mon ami de 30 ans, par Jean-François Probst aux éditions de Noël, est un ouvrage qui est écrit par quelqu'un qui a, pendant 30 ans, connu Jacques Chirac dans son action politique, qui a participé à cette action politique, et qui, finalement, lui a été toujours fidèle, à la différence d'un certain nombre d'autres personnes, et qui porte sur ces 30 années de vie politique, je dirais, une appréciation mesurée, parfois très sévère, à la fin de l'ouvrage, amical quand même. Tout ça est un peu surprenant pour quelqu'un qui connaît quand même un peu Chirac et qui connaît bien Jean-François Probst. Alors, ensemble, pendant cette émission, nous allons essayer de voir si l'histoire retiendra de Jacques Chirac un bilan plutôt positif, comme le disent certains, ou au contraire un bilan désastreux, comme je suis personnellement assez tenté de le penser. Alors, pour commencer, pourquoi ce livre? Parce qu'après tout, le temps de l'histoire n'est peut-être pas tout à fait venu, mais en ce qui vous concerne, tout ceci était déjà prêt dans votre tête. Oui, Claude, parce que j'avais écrit en 2001, et il était sorti aux éditions Ramsay début 2002, un livre qui s'appelait Chirac et Dépendance, qui vient d'ailleurs d'être réédité en livre de poche, et j'étais intervenu dans un certain nombre de films, d'émissions télévisées, notamment celle de Patrick Rothman, sur la vie de Chirac, la vie politique. C'est tout de même un homme qui a marqué son époque, 40 ans depuis 1967, élu député en Corrèze, 30 ans, j'ai commencé à travailler avec lui en 1974 à Matignon lorsqu'il était Premier ministre, le RPR, la mairie de Paris, les différentes élections, on en reparlera, les trahisons faites par lui ou faites par d'autres contre lui, la fameuse élection de 95 contre Jospin et Balladur, probablement avec l'aide de François Mitterrand, nous en parlerons aussi tout à l'heure, et puis surtout ces 12 dernières années, un septennat et un quinquennat, à bien des égards, vous dites désastreux, je dirais en quoi, dans ces 12 ans, il y a des points qui effectivement ont été des catastrophes telles qu'on peut s'attendre à l'avenir, non pas à un tsunami, mais quasiment à un Tchernobyl politique si on ne réagit pas fortement vite. Donc j'avais envie d'écrire ce livre, faire un bilan par rapport à d'autres qui ont écrit ou qui écriront. D'abord, il y a certains journalistes qui font des livres, j'allais dire, du genre Miss Guette au trou. Par exemple, Fuck Olivier Gisbert, qui a fait un livre de constats sans avoir vécu les choses, tout en ayant trahi, semble-t-il, un peu la confiance de Chirac, après en avoir été un courtisan et un adulateur, comme il le fera d'ailleurs vis-à-vis de Dominique de Villepin. Il y a le livre de Péan, qui est un livre un peu hagiographe, dont on peut éventuellement parler tout à l'heure, parce que j'y ai moi-même appris des scoops, à savoir que Jacques Chirac aurait, dit-il, aidé Mandela et l'ANC pendant les années 70. Alors ce livre... Il s'invente un passé révolutionnaire. Probablement, vous parliez de bilan, on va au cours de cette émission en parler, je l'espère, point par point, parce que en général, globalement, comme le disaient les communistes autrefois, le bilan est globalement positif. Monsieur Marchais était le spécialiste de penser que 60 millions de morts sous Staline pouvaient être considérés comme globalement positifs. Moi, j'ai voulu faire le portrait, les anecdotes et les histoires autour de Jacques Chirac, que j'ai servi
comme vous l'avez dit, fidèlement et loyalement, longtemps, trentaine d'années, et j'ai voulu faire ce portrait d'un homme qui est quand même très mariole, et d'un homme que je qualifie de menteur de charme. Alors, précisément, vous me fournissez l'occasion d'une question que je crois vraiment fondamentale. Vous avez parlé du bilan globalement positif du communisme tel que les communistes cherchaient à le vendre à l'opinion, et que l'opinion ne s'est pas laissée tromper. Mais dans le cas de Jacques Chirac, nous sommes quand même confrontés à quelques affirmations de sa part qui sont sidérantes. Il a dit, répété et encore récemment répété, que pour lui, le libéralisme c'était comme le communisme, et même pire, que ça ne pouvait pas marcher, etc. Or, il y a d'un côté 80 millions de morts, et de l'autre qu'on me cite le nombre de morts du libéralisme. Il n'y en a pas. Et d'autre part, il y a quand même un aspect des choses qu'il faut évoquer. Tous les pays du monde, à l'exception de la Corée du Nord et de Cuba, sont peu ou prou dans le libéralisme. Alors avec des nuances, avec des degrés, tout ce qu'on voudra, mais c'est curieux cette position. Pourquoi cette haine du libéralisme chez un homme qui ne s'est jamais marqué jusqu'à présent par des considérations idéologiques très fortes? C'est curieux, Claude, cette question, parce que dans mon livre, Chirac, mon ami de 30 ans, j'ai un chapitre particulièrement travaillé, je le crois, sur les carrières parallèles de François Mitterrand et de Jacques Chirac. C'est-à-dire d'un François Mitterrand qui part de la droite ou de l'extrême droite, de Jarnac, de Saint-Paul-d'Angoulême, et des bons pères, et d'un avant-guerre maurassien ou Action française. Au cours de ces années, François Mitterrand exprimera même cette forte sentence: libérer la France de tous les métèques qui s'y trouvent, puis la franchise, puis la pseudo-résistance, puis une carrière politique avec les radicaux, les communistes, et l'Algérie enfin, française, tout en passant par une période très Algérie française. Et le président Mitterrand, au fond, sur son lit de mort, assassine Jospin, après avoir tué beaucoup de monde, parce que il y a même eu des suicides dans l'Élysée de M. de Grossouvre, ou après Matignon, si je puis dire, pour se regretter, M. Bérégovoy. Jacques Chirac, c'est un peu l'inverse. Il part d'un grand-père maçon, radical socialiste, laïque, d'une mère qui gâte l'enfant, si je puis dire, et qui en fait un beau garçon, mais un peu bête à concours, qui utilisera les compétences de Mademoiselle Chaudron de Courcelles pour monter dans la société, mais en même temps, qui vend l'humanité dans les années 50 et signe l'appel de Stockholm contre le nucléaire, pour le pacifisme, etc., devient lui aussi, un tant soit peu, Algérie française, jusqu'à changer et devenir gaulliste, pompidolien, giscardien. Les lecteurs du livre retrouveront la carrière totale de Jacques Chirac et de ses collatéraux. Et pour revenir à votre question sur le libéralisme, la constante chez Jacques Chirac, c'est celle d'un homme pétri de radical-socialisme. En réalité, c'est plutôt un homme de gauche. Quand il est secrétaire d'État à l'emploi pour la première fois en 67, après avoir été élu député de Corrèze, et laissant son siège à l'Assemblée nationale au docteur Henri Bellecour, maire d'Ussel, puisqu'au fond Chirac ne sera jamais député de sa vie. Il a toujours été ministre, secrétaire d'État, ministre, Premier ministre. Ou maire de Paris quand il n'était pas En même temps, il était maire de... Ah non, mais en même temps, il était président du Conseil général de Corrèze, etc. Il cumulait les mandats. Mais ce que je veux dire, c'est que sur la chose économique, en 67, c'est lui qui crée la NPE. Il aura toute sa vie, parfois c'est son honneur, des créations extrêmement sociales, comme par exemple le SAMU social à Paris. Mais, quant à l'analyse idéologique, en termes d'économie politique, il met effectivement dans le même sac, si je puis dire récemment, dans des interviews et même dans un livre, le communisme et le libéralisme, parce qu'il confond le vrai libéralisme avec le capitalisme sauvage, celui par exemple des Chinois maoïstes d'aujourd'hui, enfin post-maoïstes d'aujourd'hui. Parce que moi qui m'occupe beaucoup d'Afrique, je peux vous dire, mon cher Claude Reichmann, que dans beaucoup de pays qui ont choisi le marxisme stalinien à cette époque, pol-potien ou maoïste, dans des pays qui devraient être aujourd'hui riches, sont dans la misère la plus totale, même quand leurs potentialités, comme diraient les experts, sont énormes. Il s'agit de l'Angola, qui a été dramatiquement ruiné par le marxisme-léninisme et par leur camarade Fidel Castro de la Havane. Il s'agit du Congo-Brazzaville, que nous avions laissé dans des conditions relativement bonnes dans les années 60, et qui se trouve aujourd'hui dans un affaissement
communiste terrifiant. Il s'agit du Bénin qui a eu un chef d'État à la fois spiritualiste et partagé entre le vaudou et la lecture de Lénine. Bon, enfin, je ne vais pas égrener sur le pourtour de ce grand continent africain toutes ces nations qui ont été saccagées par le marxisme, par le communisme. L'exemple de Madagascar, la Grande Île, est quasiment le pire de tout, parce que voilà un pays qui devrait être rayonnant sur le plan culturel, sur le plan économique, sur le plan bien sûr agricole. C'était le grenier à riz, à céréales, et tout ça s'est effondré à cause du communisme. En revanche, tous ceux qui ont épousé plutôt une doctrine libérale, avec des hauts et des bas, comme il se doit, en économie et dans les affaires sociales, n'ont pas été ruinés, n'ont pas été défavorisés. Au contraire, il y a eu en général une amélioration. Et je rappellerai à nos spectateurs, que bien sûr, si le mur de Berlin est tombé, si le rideau de fer est tombé, et si à la chute de ce mur, tous ceux qui avaient eu, parfois sincèrement, souvent avec générosisme, la stupéfaction de voir leur illusion tomber, une Union soviétique pauvre, une série de pays de l'Est, la Bulgarie, la Roumanie, la Pologne, la Tchéquie, la Slovaquie, qui étaient des pays en retard de 25, 30, 40 ans sur le pays du bloc occidental. Je crois que aucun homme sérieux, aucun commentateur de l'histoire dans un siècle pourra dire qu'il y avait une équivalence entre le communisme et le libéralisme. Mais le côté attrape-tout de Jacques Chirac, animal politique, fait un peu comme Mitterrand. Mitterrand, lui, il avait pratiqué le ni-ni, en disant il faut ni de la droite ni de la gauche, ni du capitalisme, ni du communisme, ni du libéralisme, ni du collectivisme. Chirac, ça serait plutôt le ou-ou. Je veux ça et ça. Et malheureusement, ni l'un ni l'autre n'ont été capables, j'allais dire comme le général de Gaulle, de rassembler, d'essayer, plutôt que de confronter le ni contre le ni ou le ou contre le ou, essayer de montrer qu'est-ce qu'il y a de meilleur dans les systèmes, de façon à faire un système neuf, qui ne soit pas le capitalisme sauvage, dont j'observe qu'aujourd'hui, ceux qui l'emploient le plus sont les Chinois, notamment sur le continent africain, ou partout dans le monde où ils peuvent opérer, ou bien sûr parfois les Américains. Mais les Américains, contrairement à ce que beaucoup de Français pensent, c'est pas à vous qui êtes un spécialiste, j'allais dire, de l'assistance sociale privée et responsabilisée. Disons de l'assurance plutôt que de l'assistance. Oui, mais j'emploie exprès les mots des années 30. Oui. Lorsque les Suisses et les Allemands nous précédaient et avaient une notion un peu privée de la façon dont on pouvait assurer socialement les risques maladie, vieillesse, etc. Nous sommes, à cause de l'après-guerre, pas reprocher au général de Gaulle d'avoir créé la sécurité sociale. Mais ensuite, on a tellement généralisé tout ça. Maintenant, en France, on scolarise même les enfants des touristes. On soigne tout le monde et on rembourse tout le monde. Et bientôt, je ne sais plus qui, hier, je crois que c'était Madame Marie-Ségolène Royal de Villepinte qui nous annonçait que nous allions, bien sûr, régulariser tous les parents des enfants que nous avons scolarisés. Et vous vous souvenez que, personnellement, parce que je suis un homme de liberté, épris de liberté, parce que je suis un libéral, et qu'en même temps je suis un homme social, par mes racines, je comprends l'immigration, j'avais une grand-mère napolitaine, par mes racines, je comprends la construction européenne, j'avais un grand-père alsacien, et du côté de ma mère, ces racines, si je puis dire, provinciales du Grand Sud-Ouest, de l'Aquitaine, font que j'essaye de comprendre ce que veulent les paysans, ce que veulent les enseignants, ce que veulent les artisans, ce que veulent les commerçants, et notamment quand ils viennent d'un pays étranger, quand ils veulent travailler. Mais lorsque la France, de M. Chirac, au bout de 12 ans de mandat, en est à faire croire à ses ressortissants, pour employer un mot le plus large, que tout le monde peut bénéficier de la même assistance, de la même assurance, des mêmes droits, comme ils disent, en termes de santé, en termes d'éducation, en termes de logement et en termes de priorité pour toutes sortes d'allocations, je crois que là, on n'est ni dans le libéralisme, ni dans le communisme, on est dans l'absurde. Et je pense que Jacques Chirac, avec 3 premiers ministres, je ne parle pas de la période Jospin, puisque là, à cause de lui, cette dissolution stupide, du carteron dont je parle dans mon livre,
Chirac, mon ami de 30 ans, c'est-à-dire Jacques Pilan, Claude Chirac, Villepin et Gourde-Montagne, on a eu cette dissolution stupide. Donc je ne parlerai tout à l'heure avec vous de la période Jospin qu'après. Mais les trois premiers ministres, Juppé, Raffarin, Villepin, qui auraient pu permettre au président Chirac de mener une politique, alors pour le coup, ni collectiviste, ni capitaliste sauvage, mais libre, libéral au sens fort et bon du terme pour les problèmes économiques et sociaux que la France rencontre, je ne l'ai pas détecté. Malheureusement, parce que je crois que ou bien ces hommes sont tellement plus intelligents que moi, que je n'étais pas en mesure de comprendre, ou bien parce que eux, de façon vaniteuse, orgueilleuse et arrogante, se sont crus tellement forts qu'ils ont malheureusement saccagé l'économie française, engendré le départ des riches, engendré un certain nombre de délocalisations, engendré récemment les manifestations et les incendies des banlieues, et contre le CPE. C'est-à-dire, pour répondre en conclusion à votre question, Claude Reichmann, il me semble que dans ce laps de temps 95-2007, nous avons subi une régression économique et sociale. Nous avons en plus accueilli, comme disait Michel Rocard, toute la misère du monde, sans écouter les voix de ceux à l'extrême droite ou à l'extrême gauche qui tiraient la sonnette d'alarme, bien que non représentés à l'Assemblée nationale. Et donc, nous n'avons pas eu un pays libre, nous n'avons pas eu un Parlement fort et responsable, nous avons eu des gouvernements de technocrates assez souvent vaniteux, bureaucrates, quand ils n'étaient pas eurocrates ou euro-optimistes. Et malgré les bérésinas électorales de 2004 et de 2005, le président Chirac n'a pas tenu compte des résultats et des avertissements pourtant forts et graves du peuple français. Alors, nous arrivons précisément à ce qui est le bilan de Jacques Chirac. Vous venez de l'esquisser d'une manière assez complète et, je dirais, assez mondiale. Il y a également dans l'action de Jacques Chirac un aspect dont on parle très peu, et les journalistes, à mon avis, ont tort de ne pas insister là-dessus, c'est son échec européen. Alors il se balade de congrès européen en congrès européen en affichant un sentiment pro-européen de bonne aloi. Il ne l'a pas toujours été d'ailleurs, mais enfin peu importe. Mais il est le massacreur de l'Europe. Pourquoi? Parce que pendant son septennat d'abord, puis son quinquennat, l'Europe est passée d'un stade qui était encore, non pas embryonnaire, mais où il existait encore des frontières, à un stade radicalement nouveau, qui était prévu, qui était signé dans les accords, par exemple dans l'acte unique de 1986, et qui est celui de la suppression des frontières intérieures. Pendant ce temps, il fallait adapter la France au nouvel état du monde, de l'Europe d'abord et du monde, parce que les frontières de l'Europe, évidemment, sont largement ouvertes aussi. Or, pour ce faire, il fallait permettre aux entreprises françaises de lutter à armes égales avec les entreprises des pays concurrents. Il ne l'a pas fait, et c'est là qu'on rejoint le combat que je mène depuis 15 ans contre le monopole de la sécurité sociale, car la contrepartie de l'ouverture des frontières, c'était l'abrogation des monopoles, et notamment des monopoles sociaux, de manière à permettre de faire des économies dans un domaine extrêmement coûteux. Et Chirac est l'homme qui a toujours voulu se présenter comme le garant des acquis sociaux. Or, on ne peut pas être le garant des acquis sociaux et en même temps le partisan d'une Europe ouverte, car ces acquis sociaux sont ceux qui nous ont conduits dans la situation actuelle. Et c'est pour cela que je crois que le bilan de Chirac va être extrêmement négatif. Si Chirac avait été le président d'une époque tranquille, ou relativement tranquille, d'une époque, par exemple, qui était celle de la Troisième République, avant que la menace de guerre ne surgisse, il aurait peut-être laissé un bilan à peu près acceptable. Mais là, l'homme de la rupture européenne, qui s'est matérialisée par le non au référendum, va laisser un bilan catastrophique. Et je serais assez tenté de dire à son sujet ce que M. Roland Dumas avait dit de Michel Rocard à une période où il s'agissait de le descendre en flammes, c'est un marin de petit temps. Et je trouve que l'expression est assez juste concernant Chirac. Chirac est un marin habile quand il s'agit d'assassiner le capitaine et de prendre sa place. Donc là, c'est un excellent marin, mais c'est un forban à ce moment-là.
En revanche, quand il s'agit de diriger un navire important comme l'est la France, alors là, il montre ses limites, et ces limites s'appellent tout simplement le niveau d'incompétence. Qu'en pensez-vous? Alors, je reviens sur... Non, mais je partage pour beaucoup une partie de votre analyse, et j'essaie de revenir sur les, disons, 35 ans écoulés, parce que lorsqu'on essaie de faire un bilan, au moment du prochain départ, le 16 mai, de Jacques Chirac de l'Élysée, il faut regarder, notamment au regard des avantages acquis dont vous avez parlé, et de ces avantages qu'on ne veut jamais remettre en cause, en question, quels qu'ils soient. On avait déjà très mal commencé dès 1974. C'est-à-dire lorsque Jacques Chirac a contribué à faire élire Valéry Giscard d'Estaing contre Mitterrand et contre Chaban. Je pense que d'ailleurs M. Giscard d'Estaing ne doit jamais oublier que Chirac ne s'est pas contenté de le faire battre en 81, mais qu'il l'a fait élire aussi en 74. Il faut rendre à César ce qui est à César. Déjà dans cette période, notamment pour ce qui concerne le regroupement familial, on a commencé, passez-moi l'expression, à déconner à plein tube. Parce que la France, poussée d'ailleurs par un certain nombre de ses chefs d'entreprise qui s'appellent Bouygues, patron de Simca, de Renault, de Citroën, Peugeot ou autres, ou du BTP en général, ont voulu, ils avaient déjà commencé à pousser Georges Pompidou, mais ensuite ils ont contraint le président Giscard d'Estaing à aller dans ce sens, et c'est d'ailleurs le Premier ministre Jacques Chirac, avec les giscardiens de l'époque, Poniatowski, Michel Dornano, Jean-Pierre Fourcade, la responsabilité est collective. Ensuite, nous avons quand même, depuis 80, quasiment jusqu'à maintenant, une période ininterrompue de socialisme, ou d'avantages sociaux distribués. Sans remise en cause, et vous avez raison Claude Reichmann de rappeler qu'un certain nombre de directives européennes n'ont même pas été suivies d'effet, notamment en ce qui concerne la mise à l'encan du monopole de la sécurité sociale. Le président Mitterrand, dans les années 80, souvenez-vous-en, lui aussi a plaidé pour la protection des avantages acquis. Il y a un gros Z, tellement ils sont acquis pour quelque chose. Alors, certains d'entre eux, c'était la 5e quinzaine de semaine de congés payés, la retraite à 60 ans votée par un Parlement à la demande du Premier ministre Pierre Mauroy, dont j'observe qu'aujourd'hui, à 80 et quelques années, il est encore au travail, entre guillemets, au Sénat, avec de forts émoluments. Mais lui, il se dévoue, c'est ça qui est différent. Un homme sûrement très très dévoué. Et alors tous ces gens-là ont donné à la France des experts, des ministres, des Martine Aubry, qui nous ont amené les 35 heures, des Marie-Ségolène Royal qui devaient nous faire le ferroutage sur les routes, plutôt que, enfin sur la voie ferrée plutôt que sur les routes. Et pour en arriver à Jacques Chirac, et pour ne pas ni accroître les méfaits de son bilan, ni occulter d'ailleurs les effets secondaires des bilans de Giscard et de Mitterrand. Effectivement, je crois que ce pays ne veut pas se remettre en question. Il y a un livre excellent qui vient de paraître, dont je vous suggère la lecture, écrit par un monsieur Ivan Stefanovic, qui s'appelle Aux frais de la princesse. J'ai appris à la lecture de ce livre le nombre de gabegies, de gaspillages incalculables qu'il y a à l'Assemblée nationale, au Sénat, pardon, j'oubliais, l'Élysée, les ministères, Matignon, les ambassades, la mairie de Paris, les mairies. C'est-à-dire que rien qu'en faisant un tout petit peu d'économie comme les aurait fait ma grand-mère, mes grands-mères, les deux, on déblayerait déjà un tout petit peu des terrains embroussaillés. Mais là, Jacques Chirac, au premier chef, a donné le mauvais exemple. Il a augmenté lui-même les frais, non plus de bouche, comme à la mairie de Paris, dont je parle dans mon livre, mais les frais de fonctionnement de l'Élysée, je ne sais même plus le chiffre, tellement c'est astronomique. Je crois que c'est une augmentation de 300% en quelque temps. Il y a des gabegies, il y a des détournements de fonds publics, il y a aussi des petits gaspillages, des petits avantages acquis. Alors là, puisque le président, puisque les sous-chefs, les sous-sous-chefs le font, ça va jusqu'à la base. Tout le monde dans ce pays pense qu'il a droit au bien public à tout et tout le temps. Et on en revient à cette expression contestable d'assistance généralisée, sans responsabilité, sans prise de responsabilité personnelle.
Alors je connais votre croisade et la force de l'action que vous avez menée, Claude Reichmann, depuis des années en faveur d'une responsabilisation dans toute l'Europe de ce que seraient les allocations sociales en général, c'est-à-dire la santé, la vieillesse, la maladie, les maladies exceptionnelles. Et d'ailleurs, on serait tous beaucoup mieux soignés. Et j'en viens à l'emploi, puisque, vous l'avez dit à juste titre, le grand échec, parmi d'autres, de Jacques Chirac dans ce quinquennat et ce septennat précédent, c'est l'Europe. De mon point de vue, il y en a un qui est encore pire, c'est l'Afrique. Mais ça, c'est un domaine dont on parlera, je crois, qui est de moindres conséquences. Important. Si, de grandes conséquences, parce que nous n'aurions pas en Europe toute cette masse migratoire dans des conditions vraiment inhumaines, avec des morts en mer, etc., si on avait un autre rapport nord-sud, sud-nord, si on avait une autre forme de coopération. Mais j'en reviens à l'Europe. Alors, assez Chirac, si possible, Chirac était un homme plutôt anti-européen, plutôt sceptique, l'appel de Cochin, 79, et voilà qui se tourne vers une construction qui me réjouissait, européenne, moderne, généreuse. Et voilà que tout ceci se finit par une espèce d'anniversaire du 50 ans de traité de Rome, comme un enterrement en grande pompe, parce que le référendum a été une catastrophe, sur le plan d'abord de la communication. À cette occasion, nous avons d'ailleurs pu observer que le président de la République n'était plus du tout en phase avec la jeunesse du pays et avec le pays. Et 55% de non devraient donner la réponse à la question que vous posiez. Alors, effectivement, je crois que nous avons assez largement esquissé ce bilan. Je renvoie bien sûr nos téléspectateurs à votre livre pour plus de détails, mais nous allons entrer dans la deuxième partie de notre émission dans le détail de votre livre, et pour cela, eh bien, il va falloir patienter quelques instants, car nous allons marquer une brève pause technique. À tout de suite. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir, ou bonjour à nouveau, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Nous sommes très heureux d'être en votre compagnie et en la compagnie de Jean-François Probst. Alors, j'ai oublié de vous demander, Jean-François Probst, outre le titre d'écrivain, est-ce que vous êtes conseiller politique, politologue, chiracologue? Quel est le titre que vous choisissez d'arborer aujourd'hui? J'en ai eu tellement en 35 ans de carrière, et j'espère que je vais en avoir d'autres. J'ai toujours refusé les décorations, mais j'aimais bien qu'il soit qualifié la fonction que j'exerçais. J'ai été chargé de mission au cabinet du Premier ministre Jacques Chirac, j'ai été conseiller technique au cabinet du ministre des Affaires étrangères François Poncet, j'ai été secrétaire général du groupe gaulliste au Sénat. On m'a souvent qualifié de conseiller, de communicant, de stratège. J'ai été directeur de cabinet du secrétaire général du Rassemblement pour la République. J'ai été même directeur général de l'information et de la communication de la ville de Paris. Maintenant, je suis consultant. Mais en même temps et en parallèle, c'est vrai, vous avez raison, je crois que je suis à classifier chez les analystes, les politologues. Chiracologue, sûrement, on dit même, et je pense que c'est mon meilleur qualificatif, je suis la boîte noire des Chirac Airlines. Et par chance, nous l'avons retrouvée, cette boîte noire. Elle n'a pas disparu dans la catastrophe et elle a pris la forme d'un ouvrage passionnant intitulé Chirac, mon ami de 30 ans, écrit par Jean-François Probst et publié chez De Noël. Un livre qui marche très très bien d'ailleurs. Tous les chiffres donnés par les instituts, les sondeurs ou les autres, les analystes de ces ventes indiquent que vous vous situez parmi les meilleures ventes des livres politiques, et c'est tout à fait mérité parce que votre livre, comme je l'ai dit en commençant cette émission, est de ceux qui ne souffrent pas d'être des ouvrages de deuxième ou de troisième main, c'est-à-dire que les informations que vous donnez sont toutes des informations que vous avez recueillies en les vivant. Alors, précisément, cet ouvrage qui est, je dirais, palpitant, puisque à chaque instant, même si on connaît un petit peu toutes ces choses-là, on en apprend sans arrêt. Cet ouvrage passe en revue pratiquement une trentaine d'années de votre vie politique et de celle du président actuel de la République pour quelques semaines encore. Et parmi les éléments que vous mettez en exergue, il y a évidemment les aspects humains, et c'est probablement là que Chirac est le plus sympathique, car finalement ce n'est pas un mauvais homme, si on le regarde comme ça. Je dirais même que pour beaucoup, il est séduisant.
Parce qu'il C'est est pour ça séducteur. qu'il a réussi à se faire élire plusieurs fois. Avant même de se faire élire, je suppose que dans les années 50, voilà un jeune homme qui aurait pu être l'équivalent de Gregory Peck ou Cary Grant dans le cinéma Il avait le physique, ou en dans tout le cas, théâtre. ouais. Il en avait la capacité, parce que c'était un grand acteur. Oui. C'est pas seulement le physique, c'est une capacité même à rouler dans la farine n'importe quel grand spécialiste. Si j'en juge par la façon dont il vient de rouler dans la farine Monsieur Pierre Péan, qui est pourtant un de mes amis, un grand journaliste d'investigation, qui a écrit un livre récemment, mais je suis stupéfait de voir comment il a pu accréditer certaines des histoires que Jacques Chirac vient de lui raconter. C'est-à-dire, tout en vieillissant, Jacques Chirac est encore plus joueur et menteur de charme qu'il l'était à 14 ans. Alors, précisément, dans le livre, vous racontez comment il a réussi à rouler dans la farine Nicolas Sarkozy au moment où il s'agissait de savoir qui prendrait la tête du RPR, puis ensuite, lorsque l'UMP a été créé. Mais la fin du film semble un petit peu différente quand même, parce que, bien que le film ne soit pas fini, donc attendons un peu, et j'aimerais avoir vos lumières sur le sujet, mais Sarkozy n'a quand même pas si mal joué que ça en réussissant à prendre le parti du président, c'est-à-dire l'UMP, alors qu'il n'avait pas réussi jusqu'à présent. Et comme Chirac avait très certainement, vous m'en aviez parlé à l'époque, et ça semble bien se confirmer, l'intention, s'il le pouvait, de se présenter une troisième fois, au fond, s'il n'avait pas laissé Sarkozy prendre l'UMP, il était libre de le faire. Alors qu'est-ce qui s'est passé qui a fait que Sarkozy a réussi à prendre un petit peu une revanche jusqu'à plus en informer? Ce sera un des points d'histoire les plus intéressants une fois que cette élection présidentielle sera passée, bien sûr. Mais d'ores et déjà, je pense que Jacques Chirac et quelques-uns de ses conseillers, Maurice Ulrich, Jérôme Monod, avaient pensé, en créant l'UMP, préparer le fauteuil tiède puis chaud d'Alain Juppé. Malheureusement, le fauteuil a été brûlant et Alain Juppé a été condamné par la justice et obligé de s'exiler, j'allais dire, à cause des affaires Chirac. Restait un parti en déshérence. Moi-même, qui avais aidé précédemment Michel Alliot-Marie à devenir président du RPR, j'étais quand même tout à fait déconfit de voir que le parti qui avait été préparé par Jacques Chirac pour son successeur allait échoir à Nicolas Sarkozy. Et c'est là qu'il faut reconnaître à Nicolas une espèce de capacité de tactique et de stratégie très forte, à l'image d'un Mitterrand à Épinay. C'est-à-dire qu'il s'empare de la SFIO, des clubs et de toutes sortes de groupuscules autour du socialisme, et il devient patron du PS aux grandes dames de Deferre, Monroy ou autres Guy Mollet et Savary. Sarkozy s'est emparé habilement du parti, comme il s'était emparé habilement de la mairie de Neuilly. Dans un livre récent, Jacques Chirac fait d'ailleurs la confidence qu'il avait aidé lui-même en 83 Nicolas Sarkozy à s'emparer de la mairie de Neuilly contre Charles Pasqua, ce qui va sûrement faire plaisir au vieux grognard, grenadier flambeau qui a été toute sa vie Charles Pasqua pour Chirac. Mais pour revenir à Nicolas Sarkozy et à l'échec de Chirac, c'est là qu'on voit qu'il a perdu la main. Parce que il crée un parti à la fin de son premier septennat, sentant qu'il n'a plus tout à fait les cartes en main. Il espère en confier les clés plus tard, pense Jérôme Monod, qui a le sens politique d'un oiseau de nuit, il espère en confier les clés plus tard à Alain Juppé. Mais là où Sarkozy est très bon, c'est qu'ayant trahi Chirac, avec Balladur en 94, étant revenu par la petite porte grâce à Dominique de Villepin, qui, encore une fois, a fait preuve de grande sagacité, Sarkozy, si je puis dire, ressuce la roue, comme on dit en cyclisme, du grand cycliste Chirac. Et il rentre de nouveau dans la maison, au point que même Madame Chirac dit dans un grand meeting en Limousin, heureusement qu'on vous a. Oui, mais ils l'ont eu, président de l'UMP. Alors il s'en est emparé habilement, comme d'ailleurs dans les histoires de la grande politique du monde, les futurs hommes d'État contestables ou contestés, et souvent les dictateurs s'emparent d'un appareil politique parce qu'ils ont enfin compris, par rapport à d'autres, qu'on ne peut aller tout en haut que si on a un appareil. Balladur ne l'avait pas compris, Giscard n'avait pas très bien compris, Jobert ne l'avait pas compris du tout, Jospin l'avait compris à moitié, et Villepin ne le comprendra jamais. Mais Sarkozy, lui, il a bien compris qu'il lui faut
un appareil. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait qu'en ce moment, il caracole en tête des sondages, parce que les journalistes, les observateurs étrangers, français, provinciaux, sont évidemment à chaque fois subjugués par les meetings, les réunions publiques, mais on ne peut faire de grandes réunions publiques que si on a un appareil. On reviendra à d'autres candidats tout à l'heure, mais je conclus sur votre question, mon cher Claude. Chirac a commis une erreur. Il a mis le pied à l'étrier à son félon, à son Brutus. Et donc maintenant, il voudrait bien se débarrasser de ce Brutus. Donc j'ai le sentiment que la déclaration de départ du gouvernement de Nicolas Sarkozy, souhaitée par lui, tel que le président de la République l'a dit à la télévision l'autre jour, était une sorte de terrible corde qui soutient le pendu. Alors, question d'actualité, nous sommes aujourd'hui lundi et nous avons appris ce matin qu'un personnage qui n'a pas une importance capitale, mais dont la signification de l'action n'est pas neutre, M. François Goulard, qui est quand même ministre du gouvernement encore en place de M. de Villepin, soutient désormais François Bayrou. Est-ce que c'est un signe, parce que le journaliste qui l'interrogeait ce matin lui a demandé « En avez-vous informé le Premier ministre, M. de Villepin ?» Il a dit oui. Alors, il aurait pu dire non. S'il a dit oui, c'est bien parce que c'est un signe que M. de Villepin et probablement M. Chirac montrent que M. Sarkozy n'est pas forcément leur premier choix. Le rôle de M. Gallouzot de Villepin ne sera pas essentiel, sauf à plomber Nicolas Sarkozy. Parce qu'à chaque fois que le Premier ministre sortant dira « Sarkozy va être élu grâce à mon bon bilan et au bon bilan de notre gouvernement », il n'y aura plus de rupture dans l'esprit des téléspectateurs, parce qu'ils se diront « mais Sarkozy ne rompt avec rien ». Puisqu'il est soutenu par Simone Veil, Pasqua, Santini, mais aussi Chirac, Villepin et les amis de Villepin. Alors, l'exception qui confirme la règle, c'est effectivement aujourd'hui le soutien qu'apporte M. Goulard au candidat François Bayrou. Je crois qu'il va y avoir beaucoup de gens d'extrême droite, de l'UMP et même de gauche, qui vont apporter leur soutien public à François Bayrou, comme viennent de le faire d'ailleurs des gens aussi différents que Michel Charasse, Claude Allègre, ou des acteurs ou des chanteurs comme Vincent Lindon ou Patrick Sébastien, ou des gaullistes, des pompidoliens, des chiraciens, comme moi. Moi, je vais voter François Bayrou aux 2 tours. Alors, des ministres sortants du gouvernement Villepin... Donc cela implique, pardon de vous interrompre, qu'il sera au 2e. Je l'espère, et je le pense, sinon il faudrait que... sinon vous aurez du mal à voter pour lui. Je me retire des affaires. Il m'arrive de me tromper. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, j'ai pensé jusqu'à il y a 2 mois que Jacques Chirac était peut-être en mesure d'aller encore à la campagne présidentielle. Je pense que ce sont essentiellement des raisons et de santé, et peut-être aussi parce que l'homme ne voulait pas risquer de combattre trop. Mais pour revenir à Goulard et à d'autres qui vont afficher leur préférence pour François Bayrou, parce que je peux d'ores et déjà, à vous, Claude Reichmann, donner une sorte de scoop. Il va y avoir non pas le groupe des 43, mais probablement des 86 qui appelleront à voter plutôt Bayrou que Nicolas Sarkozy. Un peu par rejet de Sarkozy, mais par volonté de rupture. Parce que Sarkozy ne rompt pas. Lui, il reste avec des gens du passé et avec le bilan de Jacques Chirac, de Raffarin et de Villepin. C'est normal, il était ministre de ces gouvernements, on ne peut pas s'en désolidariser. On ne peut pas dire que la politique de sécurité, d'immigration, d'identité nationale ait été un grand succès. On ne peut pas dire que les commerçants et les artisans soient contents, notamment les bistrots, de ne pas avoir la TVA à 5% quand il était ministre des Finances. Nicolas Sarkozy ne l'a pas fait. Donc il y a un certain nombre de personnalités. Et Goulard n'est pas la moindre. Parce que Goulard, non seulement il a les pieds et la tête bien implantés dans le Morbihan et dans la Bretagne profonde, mais d'autre part, c'est un homme de liberté. C'est un homme libéral. Épris de la forte idéologie libérale à laquelle je suis personnellement attaché. Et d'autre part, dans les 2 portefeuilles ministériels qu'il vient de tenir, c'est quelqu'un qui m'a plu, notamment dans le domaine de la recherche scientifique et du développement, et également son ministère précédent, où il a une grande connaissance des problèmes de la mer, des marins-pêcheurs, des difficultés environnementales. Alors, ce que je pense, c'est que Villepin, Mariton, qui vient d'être nommé tout à l'heure ministre
de l'outre-mer, François Baroin qui prend L'intérieur. l'intérieur, mais surtout Jacques, Bernadette et Claude Chirac n'ont aucune envie de voir Nicolas Sarkozy à l'Élysée. Alors que dans la vitrine, Chirac embrasse Nicolas Sarkozy, sûrement d'ailleurs pour mieux l'étouffer, c'est évident. Que dans l'arrière-boutique, Claude Chirac dise des phrases aussi significatives que pour ma part, virgule, à titre personnel, virgule, j'aurais préféré Alain Juppé, virgule, lui au moins c'est un homme d'État. J'ai pas l'impression que Claude Chirac, il a dit ça, je ne savais pas. le bras droit, le bras armé du président, avec une phrase comme ça, apporte Où l'a-t-elle dit? Elle l'a dit, vous savez, quand on va aux 50 ans du traité de Rome, il y a des journalistes, il y a des observateurs, mais Claude Chirac est là, c'est normal, elle est la communicante du président. C'est l'occasion qu'elle l'a dit. Et elle a égrené à plusieurs reprises à des gens autour. Alors, je crois, vous le savez notamment grâce aux nouvelles technologies de communication, le off n'existe plus du tout. Moi-même, je participe à un journal un peu satirique qui s'appelle Bakchiche.info, et je vois les informations que nous recevons du monde entier, et notamment d'Afrique noire ou du Maghreb, parce qu'il y a des jeunes gens qui, par le biais d'Internet, par le biais de tous ces canaux nouveaux, nous apprennent des choses. Alors, dans la campagne, on va entendre comme ça, plein de petites phrases, plein de petits soutiens. Et je vous disais tout à l'heure qu'il y a des soutiens qui ressemblent étrangement à la corde qui soutient le pendu. Quand on a derrière soi en Guadeloupe M. Patrick Balkany, quand on a comme soutien affiché un transfuge de l'UDF qui s'appelle M. André Santini, avec beaucoup d'histoires d'eau, quand vous avez Mme Veil qui quitte M. Bayrou pour ensuite critiquer M. Sarkozy qui pour une fois voulait s'occuper de l'identité nationale, vous vous dites dans tout ce brouhaha, ce qui risque de se passer, c'est d'abord de nouveau une montée forte de Jean-Marie Le Pen et du Front National, et bien sûr, en même temps d'un mouvement qui rassemble des contestataires plus soft, c'est François Bayrou, et puis pourquoi pas José Bové qui va peut-être enthousiasmer moult paysans, moult consommateurs qui veulent manger du bio. Ce qui fait que la surprise va être forte pour nous tous, notamment pour les pseudo-sondeurs, pseudo-spécialistes, pseudo-experts. Et enfin, je crois que Chirac aboutira au même résultat qu'en 1974 et en 1981, c'est-à-dire faire élire l'adversaire. Alors, l'adversaire, ça peut être Madame Royal, ça peut être Monsieur Bayrou, ce n'est pas le même type d'adversaire, mais enfin, pour Chirac, tout ce qui n'est pas lui est un adversaire, par définition. Mais, quoi qu'il en soit, au-delà même de la personnalité de celui ou de celle qui sera élu, il y a la grande question qui est posée à la France, et vous l'avez abordée d'une phrase tout à l'heure, en disant que notre pays, au fond, n'a pas très envie de changer. Je suis à la fois d'accord et pas d'accord avec cette formule. Je suis d'accord parce que je la constate. En effet, on voit bien que tout se raidit contre le moindre changement. Et d'un autre côté, l'intérêt que les gens portent à cette campagne, le fait qu'il y a du monde dans les réunions politiques, rappelez-vous, les périodes où on avait un mal de chien à faire venir 3 personnes, le fait que les journaux tartinent abondamment sur une campagne qui finit par nous lasser, même tellement elle est largement reprise et commentée, tout ceci indique que les Français sont inquiets. Si vous ajoutez à cela le fait, qui est démontré par pas mal d'études, que les gens sont très inquiets sur leur retraite, sont très inquiets sur l'avenir économique, sur les licenciements, tout ceci aboutit à poser une vraie question, et je vous la pose. Est-ce que cette élection présidentielle va être l'occasion, peut-être l'occasion, d'une reprise en main du pays pour le ramener vers des chemins pleins d'espoir ou pleins de promesses, ou bien est-ce qu'on n'a pas à craindre que l'élu ne soit finalement que le dernier élu avant la catastrophe? Moi, je crois qu'il y a un grand paradoxe, Claude Reichmann, c'est qu'effectivement, beaucoup de Français voudraient continuer à cuire leur petite soupe sur leur petit feu dans leur petit coin, et en même temps, je pense que la plus forte inquiétude actuelle, encore plus forte que le chômage, que les retraites, que les difficultés des enfants et des petits-enfants, la plus grande inquiétude serait que rien ne change. La plus grande inquiétude serait qu'on continue avec les mêmes et qu'on recommence.
Au même titre qu'à mon avis, en 57, la plus grande inquiétude était qu'on continue avec Félix Gaillard, Maurice Bourgès-Monory, Edgar Faure, Maurice Faure, François Mitterrand, Guy Mollet, Mendès France et je ne sais qui. Donc, le retour de De Gaulle au pouvoir, ça n'a pas seulement été une sorte de mini coup d'État d'un De Gaulle revenant sur le dos des militaires. C'était un homme assez seul, qui avait au fond, auprès de lui, 2-3 personnes qui continuaient à aller le voir à Colombey, Guichard, Focard, Frey, quelques barons, mais les autres avaient tous trahi. Maurice Schumann était parti au MRP, Chaban à l'UDSR, etc. Et qu'est-ce qu'ils ont voulu, les Français, à ce moment-là? Ils ont voulu, certes, l'homme providentiel du 18 juin 40. Ils ont voulu l'homme qui pourrait leur régler cette effroyable guerre d'Algérie qui embourbait la France avec petit à petit des morts chaque jour. Mais je crois qu'ils ont voulu autre chose. Ils ont voulu et le changement, et l'union et le rassemblement. Souvenez-vous que il y a 2 ans à votre antenne, j'avais dit que c'était une faute politique et morale de Jacques Chirac de ne pas avoir fait un gouvernement d'union nationale quand il a eu 82,5% en 2002. Et j'ai rappelé l'exemple pour les plus jeunes de nos auditeurs, qu'en 58, De Gaulle, il a pris Guy Mollet, SFIO, Antoine Pinet, indépendant, Maurice Schumann, MRP, André Bouloche, radical socialiste franc-maçon, et bien sûr Debré et les gaullistes. Ce que Chirac aurait dû faire en 2002, avec je ne sais qui, Kouchner, Allègre, Bayrou, Villiers et des UMP. Donc, aujourd'hui, en 2007, enfin dans un mois, je pense que les Français vont s'exprimer pour que ça change. Alors, il y a une forme de violence qui ressemble un peu au poujadisme des années 50, c'est sortez les sortants. Et de ce point de vue, les sortants, c'est aussi bien Marie-Ségolène Royal de Villepinte que François Bayrou, que Nicolas Sarkozy, que Dominique de Villepin, que Chirac, que tout le monde. Tout le monde à la scène. C'est toujours dangereux quand on en est à ce point de refus, de rejet, de ras-le-bol. On l'a vu d'ailleurs en 2005, vous l'avez rappelé tout à l'heure pour le référendum, mais on l'avait vu en 2004, avant pour les régionales et les cantonales. Et puis, vous avez, en conclusion de votre question, dit le plus grave, c'est-à-dire qu'on est peut-être à l'aube de la dernière chance avant la catastrophe. Et j'ai employé exprès tout à l'heure une expression qui me fait peur moi-même. Il ne s'agit même plus d'un tsunami, il s'agit d'un Tchernobyl politique et social. C'est-à-dire que dans ces cas-là, la France a connu ça à plusieurs reprises dans l'histoire des siècles passés. Il peut y avoir une telle révolte. Et je vais vous le dire, moi je la crains si Nicolas Sarkozy était élu président de la République. Parce que ceux qu'il a qualifiés de racailles, ou les gens qu'il voulait carchériser, ou les endroits qu'il voulait carchériser, de façon évidente, exploseront si Sarkozy est élu président de la République. Marie-Ségolène Royal de Villepinte, je dis bien de Villepinte par rapport au grand discours fondateur qu'elle a semblé prononcer, me fait très peur aussi, parce que là, on a des relents d'alliances, de socialisme, de nationalisme, de démagogie, tout en plaisant au peuple, parce que la mère fouettarde, telle Cruella, arrive avec le fouet et va mettre les voyous dans les casernes, les enseignants au travail, et etc. Mais moi, je suis un peu dubitatif, parce que la Ve République et les institutions françaises, c'est quelque chose qui nécessite, j'allais dire, un monsieur et une madame, ou une madame et un monsieur au château, à la tête. Alors, je sais qu'on a déjà à la mairie de Paris, à la mairie de Marseille, à la mairie de Lyon, des gens solitaires. Mais moi, je crois qu'à la tête de la France, il faut un président et quelqu'un qui ne soit pas trop nerveux, comme le Nicolas Sarkozy, ou trop libre, comme semble l'être Madame Royal par rapport à tout le monde. Elle est même libre par rapport au Parti Socialiste, aux éléphants. Bon. Oh, elle est même pire que libre, pardon de vous interrompre. Je l'ai vue hier soir au grand jury RTL, LCI, Le Figaro. Elle a eu une phrase absolument extraordinaire. Un des journalistes lui a demandé comment ça se passerait si finalement les syndicats qu'elle veut réunir avec le gouvernement dans une grande table ronde n'étaient pas d'accord. Elle a répondu, mais ils le seront parce que je le veux, oui. À peu de choses près. Alors c'est quand même magique, nous nous sommes passés pendant tellement d'années une femme aussi exceptionnelle. Imaginez, il suffisait que quelqu'un comme elle le veuille pour que tous les problèmes que nous avons avec les syndicats, les grèves, etc., se résolvent. Vous savez, nous avons été très bêtes. C'est là qu'elle me fait peur, effectivement, on a dû être très bêtes, mais en même temps,
bénis soient les faibles en esprit. Cette promotion de l'ENA m'inquiète. Elle est de la même promo que Dominique de Villepin, et Marie-Ségolène Royal me paraît aussi arrogante, vaniteuse et volontariste en apparence. Moi, j'aime pas beaucoup les gens qui roulent les mécaniques. Et j'ai bien peur, puisque son exemple puisé au Chili semble beaucoup l'émouvoir, j'ai bien peur que Marie-Ségolène Royal ressemble beaucoup plus à Salvador Allende qu'à Madame Michelet. Alors je ne voudrais pas que François Bayrou ressemble à Eduardo Frei. C'est-à-dire que j'aimerais bien, ou comme vous l'avez dit d'ailleurs par ailleurs, à Gorbatchev, encore que Gorbatchev a été un homme de transition utile pour ces pauvres soviétiques et les républiques anciennement staliniennes. Je crois que si on veut éviter la catastrophe, il faut de toute façon un changement, un vrai changement, pas un désir d'avenir. Une volonté de changement, c'est tout à fait différent. Et moi, je pense que ces petits jeunes gens qui sont sortis de cette promotion de l'ENA sont tous les mêmes. Donne-Dieu de Vabre, Hollande, Royal, Villepin, je sais pas, ça devait être... Je sais pas comment elle s'appelle d'ailleurs, cette promotion. Il va falloir que je trouve le nom du philosophe ou du politicien qu'ils ont pris comme nom de baptême. C'était peut-être Che Guevara, je ne sais pas. Oui. Mais en tout cas... Peut-être Sartre, l'être et le néant. Oui, mais, pour le néant, surtout. Mais beaucoup pour le néant. Et puis... Comme c'est une promotion parmi lesquelles j'ai remarqué qu'il y en a qui confondent Alfred Capu et Albert Camus, je me méfie. Ah d'accord. Je me méfie. Alors, de même que M. Sarkozy pense que Sigmaringen se trouve en Suède. Alors, j'ai de la méfiance vis-à-vis de ces jeunes gens, parce que Mitterrand, on l'aimait ou on ne l'aimait pas, mais il avait une vraie culture. C'était Machiavel, un peu, mais il était cultivé. Chirac, on l'aime ou on l'aime pas, mais il avait un vrai culot. Et en tout cas, il allait aux élections. Et quand il les perdait et rentrait à la maison, quand il les gagnait, notamment en Corrèze, à Paris, il a été capable de fédérer, d'unir, de rassembler. Et de ce point de vue, je tire mon chapeau à Jacques Chirac et j'ai tendance à dire, à la fin de sa carrière, salut l'artiste. Mais maintenant, nous sommes, en 2007, face à l'avenir d'une Europe en crise. Et en crise, pas seulement à cause de la France et du peuple français. Le peuple hollandais aussi a dit non. Les Anglais sont dans l'Europe sans y être, ils roulent à gauche, ils ne sont pas notre monnaie. Quant à l'euro-Hollande, au fond, c'est une zone économique où plus personne ne respecte quoi que ce soit, où les délocalisations sont massives, et j'ai pas besoin de dire que la concurrence va nous venir beaucoup plus des plombiers extérieurs que du plombier polonais. Alors, qu'est-ce que peut faire le nouveau président de la République dès qu'il sera élu? D'abord, s'il n'a pas une vraie volonté de changement, s'il continue à blablater dans les sommets, comme vous le rappeliez tout à l'heure, pour les sommets européens. Mais il en va des sommets européens comme il en va des sommets sur le développement durable. Parce que bien sûr, dire à Johannesburg, comme l'a fait M. Chirac, il y a le feu à la maison, il ne faut pas tourner la tête. Oui, les enfants, mais vous êtes au gouvernement, au pouvoir. M. Sarkozy depuis 5 ans, M. Chirac depuis 12 ans. Que dis-je, M. Chirac depuis 30 ans? Mon ami de 30 ans était déjà d'ailleurs au pouvoir avant même que je commence à travailler avec lui. Donc il y a un moment, il faut arrêter de prendre il y a urgence. Les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages. Alors il y a donc urgence, vous nous le confirmez. Je rappelle le titre de l'ouvrage de Jean-François Probst qui nous a servi aujourd'hui de base à notre discussion. Chirac, mon ami de 30 ans, Jean-François Probst, aux éditions de Noël. Madame, mademoiselle, monsieur, merci de nous avoir écoutés. Je vous remercie aussi d'être de plus en plus nombreux à l'écoute de notre télévision, ce qui prouve que c'était probablement une nécessité. Et dans l'attente de notre prochain rendez-vous, et après avoir remercié Jean-François Probst de sa prestation particulièrement brillante, et bien sûr à bientôt, il me reste à vous souhaiter, madame, mademoiselle, monsieur, d'être heureux, de bien vous porter, et de dire à chacun, vive la France.